Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Rencontre avec Olivier Zabat, animé par Antoine Thirion. Projection de travaux préparatoires de son film Argument. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu quand est-ce que cette séquence a été tournée par rapport au reste du film et qui sont ces personnes qui n'y sont pas? Il s'agit de Rufus May et de... J'ai un trou de mémoire, excuse-moi. Elisabeth Toivonen, je crois, ou quelque chose. Voilà. Rufus May est une personne qui est assez proche du groupe d'entendeurs de voix, et sa femme Elisabeth est une entendeuse de voix. Voilà, pour vous dire les personnes. Ça fait partie des premières personnes avec qui j'ai travaillé. Je les ai invités en fait dans mon atelier à venir travailler pendant quelques jours. Voilà. Donc ils sont tous les deux au travail, quelque part entre le travail et passer du temps avec nous, quelque part. Elisabeth faisant essentiellement du travail de collage et de dessin dans sa vie. Voilà. Dans le film, c'est surtout Ron qui, je crois, met en place les protocoles. Ici, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ça se décide entre vous? C'est cette idée, en gros, de faire parler cette voix intérieure et en même temps de faire ce collage. Moi, par exemple, Elisabeth, que j'ai filmée ici, je ne demande pas aux gens de parler parce que je trouve que toujours l'incitation à la parole peut être une gêne à la situation. Mais en l'occurrence, Elisabeth, quand j'ai commencé à la filmer, c'est-à-dire... sur un moment de travail, spontanément, c'est un monologue et non pas une parole adressée à la caméra, quelque part. Et c'est quelque chose qu'elle prend totalement en charge. Voilà. Donc dans une réflexion, je pense à haute voix, qui nous révèle la nature complexe et surtout la confusion sur le sens de la réalité que ça pose. Voilà, puisqu'effectivement, elle parle doublement de sa mère et qu'elle se pose la question de sa cécité par rapport à ce qu'elle entend et par rapport au réel qu'elle voit. Donc sa relation avec Rufus, où elle en arrive à remettre finalement toute la question de la réalité en question, toute la question de la réalité. De solipsisme total. Solipsisme, c'est l'idée qu'il n'y a pas de réalité extérieure. Oui, voilà. Mais ça, je pense que ça se pose chez beaucoup de gens à un moment, c'est-à-dire la capacité de ceux que j'ai rencontrés, un refus aussi de voir une réalité quelque part et surtout de croire dans une forme de réalité unique. Voilà. Et le plan, avec le Rufus qui est derrière, je veux dire, à quel point cette scène est mise en scène Ils sont tous les deux au travail. Après, c'est vrai qu'il y a la disposition d'atelier laisse de la place pour que je puisse avoir poser un pied de caméra, choisir mon angle, choisir. On est dans une question de mise en scène, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire à partir du moment où on détermine l'endroit du travail, qu'il soit documentaire ou non, la question de l'espace, de la mise en scène, de la scène se met en place, puisqu'on détermine un espace. Voilà, donc s'il y a un espace et action dedans, et captation de cette action de quelque manière que ce soit, d'un acte performatif ou non, il y a mise en scène, quelque part. Donc évidemment, il y a un souci de cadre, il y a un souci formel, un souci d'arrière-plan qui est là, je vais pas le nier. Et on va le voir avec le deuxième extrait, qui est consacré à Rufus. Exactement. Et qui est aussi consacré à sa pratique. Mais enfin, en tout cas, dans ce premier extrait, évidemment, l'aspect du collage ne peut manquer d'entrer en résonance avec la forme même éclatée, modulaire de tes films. Est-ce que cette scène tiendrait sans cet aspect-là, je veux dire, pour toi? Si elle tiendrait sans le film, sans le collage. Sans le collage. Ouais.
Moi, j'essaie de toujours trouver les moments où les choses se construisent simultanément dans une, je vais pas dire dans une harmonie, mais dans une cohérence cinématographique. Ce qui est assez drôle, c'est que quelque part, les mots qu'elle colle sont les mots qu'elle dit. Donc, il y a des anticipations, si on regarde bien, ou des choses qui font que toute la scène en soi prend une autonomie justement parce qu'elle s'articule, ne serait-ce que par le regard d'arrière-plan qui termine la scène. C'est-à-dire que quand elle parle de cécité, Rufus tourne la tête et quelque part, scénaristiquement, on pourrait dire, induit quelque part l'après. Voilà. Il rentre en scène quelque part à ce moment-là, tout en concluant la scène, le film. Donc on va le faire entrer en scène. On va prendre le deuxième extrait qui s'appelle Le bruit. Feeling tired, but no, you're going to celebrate your achievements. You've got a book here, it's going to make an impact. Some big chapters here. There's all sorts of things. Introduce people to some really interesting stories. Some good battle. Was some good, interesting arguments. Yeah, but it's taken you, look how long it's taken you. You're 47 years old. You started this book when you were what? 30? Not much older than 30. People are passing you by, you missed the boat, fella. And where's your fucking TED talk? Hmm? This is old hat, what you're writing about. Don't listen to him. He's full of shit. Why don't you bounce off? Look, trying to do too many things with this book, and you know it. Trying to talk psychology, that's boring.
talk about working in the health system, that's boring. People don't want to hear about systems, managers, they don't want to hear about drama. Your book's not dramatic enough. It's too honest. You've come for this namby-pamby, peaceful dialogue stuff. It's boring. Boring. Let's face it, you don't really fit any category. You're not a scientist. You're not a hard-done-by patient. There are other people getting listened to more than you, so might as well just give up. I'm trying. I'm trying to be honest. You're still too much in your head. You're a victim of your psychology training, just as psychiatry is a victim of its medical training. And you're trying really hard to be human, but you're still living in your head. Rufus is quite tired, so just take it easy. You get right on my nerves, you do, with your understanding nature. You'll get real. It's a rough world out there. Rufus is going to have to take a lot worse criticism than this when if this so-called book is going to get published. He's going to get all kinds of criticism. Called anti-psychiatry, is going to be called disappointing, a missed opportunity. People are going to analyse him, find the weak parts of the book and mock them. What would your advice be with the book? What would you like me to do? It's not my job to give you advice. It's like that chapter there, you're talking with the trickster. Tricksters don't give advice. If they do, you don't believe it. I think it's probably not good to listen to him too much. The fantastic thing is you've got 27 chapters. There's some good stuff in there, and it's still evolving. You don't have to finish the article. You haven't even worked with an editor yet. Hang in there. You're just going through a low. That's what happens with this project. You go through highs and lows, you're just on a low, it's okay. I've noticed you're encouraged, often looking at this book, to get more and more. You're polishing it, it's starting to shine. It's got a way to go. It's okay.
probably good for you to take a rest now. Probably need to just take it easy. You've been working on the book all day, more or less. Step back from it, give yourself a break, do something else. It's not something you have to do on your own. You're doing this with lots of people, this book. Just enjoy the journey of it. Let go of trying to get to the end point. It's going to piss off a few people. You won't like that, will you? Just show it to as many people as you want. Get that feedback and people you really respect and people who are in the book. That's who you need to communicate with. I think it's a good thing. It's taken you 15 years. Slow cooking. Oh, thanks. See you later. Thanks, everyone. Excusez-nous pour la pause au milieu. Ouais. Ça a été tourné peu de temps après la séquence précédente. Ça a été tourné dans le même séjour, peut-être le soir même, si ça se trouve. Je n'ai plus exactement les dates, mais la place c'est la même place où il y a 2 jours mais 2 nuits. Voilà. Et les poupées, enfin les figurines, les gants de toilette, je ne sais pas comment. Les marionnettes, oui, ça fait partie des. C'est une technique qui ne lui appartient, dont il n'est pas c'est pas lui qui a pensé cette technique. Il existe des précédents. Lui travaille essentiellement plus avec des propres finger puppies, c'est-à-dire qu'il fait des petites marionnettes de doigts, pour les doigts. Qui conçoit lui-même. Qui conçoit lui-même et sur lesquels il dessine, donc il se représente habituellement. Mais là, il a choisi de prendre cette technique, qu'il utilise aussi beaucoup, qui est une technique très simple, c'est comment on se parle à soi-même et comment finalement on arrive à matérialiser, à faire une scission entre différentes parties du
dialogue intérieur qu'on peut avoir, ou des doutes, ou des choses comme ça, différents aspects. Le texte qu'il a en face de lui, tout ce qu'il dit vient de ses voix. Et le texte qu'il a, c'est ce qu'il est en train de juger. C'est le livre qu'il est en train d'écrire. Qu'il essaie d'écrire, oui. Ce qui est curieux, c'est que, je sais pas, il y a quelque chose de très immédiat dans ses voix et qui juge complètement un travail littéraire, quoi. Et je me demandais un petit peu comment... le plan est très impressionnant, je trouve. La lumière qui vient de l'ordinateur, les couleurs, la chemise même. Je ne sais pas si vous l'aviez... Moi, j'utilise très peu de lumière additionnelle, quasiment jamais, quoi, même jamais. Voilà, tout simplement. Sauf dans Zona West, hier, où on avait besoin d'une mandarine pour ceux qui l'ont vu, où l'éclairage est unique, mais parce que c'était des conditions d'éclairage rudimentaire. Là, on est dans des questions d'éclairage rudimentaire aussi, mais finalement qui sont quelque part un peu plus flatteuses au niveau du plan, qui est la lumière de l'ordinateur. Ça a été tourné peu de temps après la séquence précédente. Ça a été tourné dans le même séjour, peut-être le soir même, si ça se trouve. Je n'ai plus exactement les dates, mais la place c'est la même place, où il y a 2 jours, mais 2 nuits. Voilà. Et les poupées, les figurines, les gants de toilette, je ne sais pas comment... Les marionnettes, oui, ça fait partie des... C'est une technique qui ne lui appartient... dont il n'est pas c'est pas lui qui a pensé cette technique. Il existe des précédents. Lui travaille essentiellement plus avec des propres finger puppies, c'est-à-dire qu'il fait des petites marionnettes de doigts, pour les doigts. Qui conçoit lui-même. Qui conçoit lui-même et sur lesquels il dessine. Donc il se représente habituellement. Mais là, il a choisi de prendre cette technique. Qu'il utilise aussi beaucoup, qui est une technique très simple. C'est comment on se parle à soi-même et comment finalement on arrive à matérialiser, à faire une scission entre différentes parties du dialogue intérieur qu'on peut avoir, ou des doutes, ou des choses comme ça. Différents aspects. Le texte qu'il a en face de lui, tout ce qu'il dit vient de ses voix. Et le texte qu'il a, c'est ce qu'il est en train de juger. C'est le livre qu'il est en train d'écrire. Qu'il essaie d'écrire, oui. Ce qui est curieux, c'est que, je sais pas, il y a quelque chose de très immédiat dans ses voix et qui juge complètement un travail littéraire, quoi. Et je me demandais un petit peu comment... le plan est très impressionnant, je trouve. La lumière qui vient de l'ordinateur, les couleurs, la chemise même. Je ne sais pas si vous l'aviez... Moi, j'utilise très peu de lumière additionnelle, quasiment jamais, quoi, même jamais. Voilà, tout simplement. Sauf dans Zona West, hier, où on avait besoin d'une mandarine pour ceux qui l'ont vu, où l'éclairage est unique, mais parce que c'était des conditions d'éclairage rudimentaire. Là, on est dans des questions d'éclairage rudimentaire aussi, mais finalement qui sont quelque part un peu plus flatteuses au niveau du plan, qui est la lumière de l'ordinateur qui éclaire la scène, donc qui recrée cette forme d'intimité quelque part. Là, évidemment, bien sûr, il y a une question formelle qui est à l'œuvre, quoi, que j'essaie quand même de travailler malgré tout des beaux plans. Ça fait partie aussi de toutes les tentatives que je peux avoir dans mes films, des fois d'aller vers quelque chose où l'esthétique prédomine, où la recherche de la beauté, de la séduction même de l'image, pour moi-même, et ce sur quoi je vais me référer. La séquence qu'on voit est tirée d'une improvisation plus longue. Oui, je pense qu'on doit avoir 45 minutes, quelque chose comme ça, mais après c'est toujours une question évidemment de comment se fait le montage, à quel moment quelle est la limite entre le document livré brut, et ce qu'on s'autorise. Voilà. En l'occurrence, là, ce que je m'autorise, c'est effectivement de montrer certains passages, certains doutes, certaines relations entre les 3 protagonistes, le médiateur, le côté enthousiaste et le côté un petit peu
malin, entre guillemets, le petit renard noir. Voilà. Donc, après, c'est toujours la limite de... Est-ce que je suis en train d'échantillonner un discours ou est-ce que je suis en train de monter? C'est toujours cette question qui se pose au montage, qui est où est la limite du passage à d'une cohérence par la réduction et de quelque chose qu'on pourrait résumer qui irait du côté de la bande-annonce, quelque part, si on radicalisait, voilà, ou du saucissonnage, ou voilà, comme j'appelle ça. Donc les deux coupes, par exemple, pourquoi est-ce que tu les... Je ne sais pas si tu te souviens, quand tu as monté ce segment-là, les deux coupes interviennent à... Elles interviennent peut-être parce que j'ai fait un faux mouvement aussi, ça arrive. Elles interviennent aussi parce que des passages étaient peut-être un peu longs, ou peut-être un peu hésitants, ou peut-être qu'à l'époque, peut-être que le montage n'est tout simplement pas... Si je le revoyais, si je revisitais le montage, peut-être que je le reverrais totalement différemment, et que certaines choses qui me paraissaient gênantes, à l'époque, deviendraient des atouts. Ça, c'est malheureusement... on ne peut pas revenir tout le temps en permanence, même si je le fais. Voilà. On regarde le troisième, bien sûr, qui s'appelle l'agression. Voilà. Bon, je peux en dire un peu de mots. On est sur des modalités aussi pareilles. C'est une autre personne que j'ai invitée dans mon atelier à travailler, qui n'a jamais voulu dire son nom, donc qui se faisait appeler Petit Carus. Voilà. Donc il y a une forme d'anonymat relative, je vais dire, mais je pense que je ne trahis pas dans ce que je montre. Voilà. Il y a une pause, oui. Là, j'ai envie de te demander d'expliquer un peu ce qu'est le son qui arrive à la fin. D'abord, qu'est-ce qu'il est, et si c'était une ébauche de ce qu'on verra plus tard, des sculptures sonores dans Argument. Ça a à voir quelque part, c'est pas forcément une ébauche, c'est le recours à des techniques préexistantes. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'usage que Petit Carus fait de... Vous m'entendez là? Oui, là c'est mieux. Il utilise un logiciel de gestion du stress en produisant son propre environnement sonore. Ça veut dire que c'est un outil où on met des sons qui sont pour les personnes comme Thierus un petit peu assez très mal à l'aise dans l'environnement social. Comment il va se familiariser avec certains sons qui lui sont agressifs ou qui lui sont incompréhensibles. Donc il va essayer, c'est à la fois un outil de construction et de déconstruction de ce qui est anxiogène pour lui. Voilà. Donc on a travaillé à partir d'expérimentations qu'il avait fait un peu spontanément avant, qui ont été bien sûr un peu prolongées avec l'ingénieur son. Voilà. Évidemment, ça peut peut-être un peu être une solution de facilité d'atténuer la rudesse du plan fixe quelque part en intégrant une bande son qui esthétise peut-être un peu la chose, j'en ai conscience, mais bon, je veux dire, je pense que cette scène montre ce film, ce cours montre un processus qui se déploie comme dans les films précédents. Je veux dire, on est quand même dans une analogie de pratiques qui ont à peu près toute la même vocation et qui finalement font, je crois que pour revenir sur le film final, que la question de l'empathie qui a été souvent posée dans le est mise sur le film, sur mon approche d'argument, et que si on regarde bien, on est très très proche on fait presque un pas à gauche ou à droite de toute personne qui a ses doutes, et finalement c'est à peu près ce qu'on vit nous-mêmes quelque part, mais simplement d'une manière peut-être un peu plus décalée, un peu plus forte, un peu plus violente, brutale, mais en l'occurrence on est très proche de quand
quand Rufus parle de son livre, effectivement, c'est des doutes que je pense que tu peux te poser. Quand j'écris, oui. Voilà. Et effectivement, là, on voit que la question du dessin met tout de suite la question du doute du dispositif cinéma, qui est une forme aussi de jeu, puisque les dessins sont la représentation de la situation qu'il est en train de faire. Voilà, c'est toi derrière la caméra. Moi, avec l'ingénieur son. Voilà. Et... Oui. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces ateliers, parce que c'est très... Moi, je suis très déstabilisée parce que où êtes-vous? Vous êtes un cinéaste, vous présentez un atelier. Où êtes-vous là-dedans? Je suis derrière une caméra, madame. Vous parlez d'un atelier. Mm-hmm. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'allais tout à fait ouvrir la discussion au public à la fin. Mais voilà, un atelier, c'est un lieu où on travaille. Voilà. Je suis prêt à en vous dire plus, mais vous semblez très déstabilisé par l'idée qu'un artiste travaille dans un atelier. Je sais ce que c'est qu'un atelier, je voudrais en savoir un peu plus de votre position, comment est venu cet atelier, ce qui se passe, est-ce que vous avez une position de psy, Mon atelier est venu de la ville de Paris, qui m'a attribué un atelier logement dans lequel je travaille. Je ne suis pas psy, je n'ai aucun rapport avec la psy, je ne veux pas en avoir, je travaille avec des individus. Des individus qui ont qui ont eu cette chose en commun d'entendre des voix. Voilà. Vous voulez que je vous en dise plus? Je ne sais pas, vous avez l'air d'attendre... Vous vous autorisez, excusez-moi, vous autorisez à prendre une place d'un seul coup qui m'intrigue. Oui. Je vois votre adorateur, très bien. Pour le reste, je me pose des questions. Je sais pas si tant mieux, je pense que si vous vous posez des questions, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'effectivement, cette population... cette singularité d'une partie de la population, comme ils le disent eux-mêmes, l'entente de voix n'est pas un symptôme et ne fait pas partie de la psychiatrie, mais l'entente de voix fait partie de la diversité des expériences humaines. Il n'y a pas beaucoup plus de questions à se poser que ça, c'est-à-dire qu'on prend des personnes qui se retrouvent entre elles, qui forment une communauté protéiforme qui se reformule pratiquement à différents endroits du monde et sur laquelle ils ont ce point commun d'avoir cette chose en plus qui est d'entendre des voix. Oui, madame. Je suppose que pour vous, ce ne serait pas politiquement correct de parler d'hallucination auditive. C'est pas que c'est politiquement correct, c'est que ça serait éthiquement... je ne peux pas me permettre, moi, avec des personnes qui sont dans le monde, entre guillemets, non hospitalier, je ne peux pas me permettre de poser la question d'hallucination auditive ou d'utiliser des termes qui relèvent d'un langage médical. Vous ne travaillez pas du tout non plus avec des psychiatres? Non, j'ai commencé à travailler des psychiatres et j'ai arrêté tout de suite. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que ça pose la question, mais après vous dites, votre question m'intrigue parce que en fait, j'aimerais moi aussi en savoir plus de ce que vous attendez comme réponse, madame, pas vous, madame, mais la dame au-dessus. Quelle question vous vous posez donc précise? Vous ne devez pas dire. Oui. Quelle question vous vous posez donc que vous n'osez pas poser? C'est une question pour vous, madame, je crois. Oui, tout à fait. Précisez quelle question vous vous posez. Voilà. c'est la place, c'est votre place à vous.
C'est la place de l'artiste, et là on en vient à une chose qui est fondamentale, et je leur dis, je l'assume, et non pas en tant que pratique supérieure, mais comme place fondamentale, qui est justement de passer, et ça je le redis pour ceux qui m'ont écouté peut-être cette semaine aussi, excusez-moi pour les répétitions, mais l'artiste a cette particularité-là de passer d'un système autocratique à un système démocratique. C'est pas moi qui le dis, c'est un ami sculpteur qui s'appelle Weistratman, que je cite au passage, qui est que dans l'atelier, effectivement, on fait ce qu'on veut et qu'on est totalement souverain dans nos pratiques et on n'a de rendre compte à aucune forme de savoir en particulier ou de savoir établi. Je veux dire, c'est peut-être ça qui est le plus troublant et c'est en ça que moi j'affirme une position d'artiste, non pas comme quelqu'un qui aurait un œil ou un regard particulier, mais quelqu'un qui tente au maximum de m'affranchir des cadres des sciences humaines, des sciences et des étiquetes préétablies. Voilà. Bonjour. Ben, il nous permet de partager. C'est ce que, disons qu'il se sert de ce dispositif sonore pour se familiariser avec il recompose un environnement anxiogène pour lui à l'extérieur sur un système de diffusion sonore pour se familiariser. Ben, c'est-à-dire que toutes les personnes avec qui j'ai parlé m'ont dit des choses fragmentaires sur ce qu'ils entendent dans leur tête. Et parfois, on va même jusqu'à dire, pour les personnes qu'on appelle entendeurs de voix, que ce n'est pas forcément entendre des choses, que ça peut être simplement parfois des sensations. Que ça peut être quelque chose d'insaisissable. Je me souviens au Québec, dont on va voir une scène après, d'une jeune femme qui était extrêmement timide, et dans un groupe de parole, et la question lui est posée, qu'en est-il du bonhomme qui vit dans ta salle de bain? Voilà. Et cette femme, évidemment, était terrorisée à l'idée d'entrer dans cette salle de bain parce qu'il y avait un bonhomme. Et ça fait partie du phénomène de l'entente de voix, quelque part, quelque chose qui est insaisissable, qui est une notion qui, finalement, ne relève pas de notre capacité, nous, à en saisir la nature intelligible ou concrète. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'affranchissent de la psychiatrie, parce que la psychiatrie considère que les voix sont un symptôme, et donc que si on parle des voix, on va attiser le délire, alors que eux considèrent que leurs voix sont le signe de certaines choses qui leur sont arrivées et leur disent des choses qui leur permettent de comprendre comment résoudre certaines difficultés dans leur vie. Voilà. Donc, quelque part, c'est pour lui, mais c'est pour nous. Et ça, je pense que c'est le travail, effectivement, d'externalisation qui se fait, qui est à l'œuvre partout. Et c'est le travail aussi de la personne qui se donne à voir à une caméra, qui, en soi, donne à voir au public, donne à partager. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Après, sur la nature de ce qui se dit, je peux vous donner des exemples, mais comme je disais, il y a des gens qui parlent avec Merlin l'Enchanteur, ou des gens qui parlent avec des parents qui sont morts, ou des gens qui parlent avec des dizaines de voix qui s'engueulent entre elles si lui, il se permet d'en engueuler une. Voilà. Donc, après, les cas sont tellement nombreux, différents, protéiformes et parfois incompréhensibles et irreprésentables, que je ne peux vous donner que des échantillons qui me viennent à l'esprit. Oui. Est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils viennent à vos ateliers? Est-ce que c'est uniquement pour témoigner de ce qu'ils vivent, ou est-ce qu'ils viennent chercher quelque chose? La question du témoignage, elle est intéressante. Moi, je crois que moi, je considère toujours, quand je commence un film, qu'il n'y a pas d'intention réelle, mis à part la question de commencer un film. Et que les personnes, très souvent, je pense en documentaire, contrairement à la fiction où les acteurs viennent, les personnes viennent avec cette idée de pourquoi pas, tout simplement.
pourquoi pas essayer? C'est ce que fait Petit Carus quand il dit qu'est-ce que je fous là en dessin, et, pourquoi pas? Et travailler comme ça en déployant des choses qui parfois sont des écueils, des moments qui se déploient, qui se développent, comme c'est le cas avec Ron, où à partir d'un pourquoi pas, on a fait un film qui s'est déployé sur 2 heures, où je pense aussi à, peut-être en remontant dans le temps, sur les premiers films que j'ai faits autour des démineurs, ou un démineur qui a, notamment Chris North, qui est un militaire qui a fait la guerre des Malouines et qui, après s'est lancé dans l'humanitaire, fait de la poésie, et en même temps me voit et se dit mais je sais pas ce que tu veux faire, mais pourquoi pas? Moi je crois que c'est la question de la justification qui neutralise le travail à la base. La nécessité d'explication est parfois et souvent indispensable, de situer un champ, mais pas d'espérer des gens qui nous disent pourquoi ils viennent, justement parce que le flou fait l'impureté du documentaire, ce qui est presque un marronnier de parler de l'impureté documentaire, mais quelque part cette question, elle est que l'indécision est ce qui permet finalement de nous libérer du cadre du sujet et de la justification. Excusez-moi, madame. Voilà. Je vous propose de lancer le dernier extrait, ensuite on aura un peu de temps pour des questions en plus. Qui est le plus long, je crois, qui dure 17 minutes. Ouais. Les gens font tout stoïque un peu, je comprends pas trop. Lorsque j'en fais quelques-uns, ils font tout. Ah! Et puis, je pense que c'est de les rendre. Mais l'idée, c'est parce que je ne veux pas mettre non plus l'accent là-dessus, mais rendre ceux qui sont les plus efficaces. Parce que l'idée, c'est d'approcher la personne qui écoute, là, qu'elle dise, OK, ah oui, ça peut ressembler à ça. OK. Mais comme tu sais, bon, la vanne, là, le gros camion remorque qui passe. Alors, ça dit comme, voyons donc. Alors, si moi je suis dans un état que je suis étonné, quelque chose comme ça, probablement qu'il va arriver des bruits autour qui vont dire, voyons donc. Alors, ça peut être un camion qui passe, peut passer plus rapidement, ça va faire. Alors, moi, je vais entendre dans le camion le bruit d'un peu le prolongement de ce que je suis en train de dire, tout ça. Parce que quand on entend les sons, c'est pas juste des sons qu'on entend comme ça, plus que le son arrive pour faire un son, se transformer en mots, se transformer en phrase dans la répétition. C'est en lien avec ce qu'on vit au moment où on l'entend. Il y a une synchronicité comme quelque part. Les entendeurs de voix en général vont te le dire. J'en fais quelques-uns que je te dirais, ça, qu'est-ce que tu en penses? Admettons, je marche sur un plancher de bois, et puis c'est une vieille maison et tout ça. Lorsque je marche sur le plancher, ça craque, ça peut faire ah ouais. Ça peut dire ah ouais. Alors je suis en train de marcher normalement, puis là je vais entendre ah ouais dans les fragments du bois. Puis ça peut faire oh non. Oh non. Bon. Qu'est-ce que ça passe? Sur le plancher qui craque, une vieille maison, tout ça. Ça risque de faire des fois, je suis surpris de quelque chose, je fais ah ouais, wow. Je veux dire, pour l'audience, ceux qui sont dans la salle, comment tu le reçois, toi? C'est juste ce petit bruit. Ça dépend où tu vas le situer, quand tu vas commencer. Ouais. Je le verrai un petit peu. Tu sais. Pour que les gens se questionnent, peut-être je le verrai peut-être le 4e, ok, le 5e. Pas un premier son. Il faut les accrocher, oui, t'as raison, il faut les accrocher. Les accrocher au début avec comme les clés qui tombent. Avec les sons qui sont capables de. Je vais les sortir, je vais te donner les liens. Des sons qui vont comprendre au départ. Après ça, peut-être le troisième, aller avec celui de la salle de bain. Parce que ça accroche, comme. Il faut leur faire l'oreille. C'est ça. Mais c'est exactement ce que je veux savoir.
parce que moi, j'ai pas de recul, je suis dedans, comme ça. Puis, ok. Moi, j'irai avec un, je suppose que tu veux mon tout souffle. Non, j'ai pas besoin des clés. Ah, c'est bien fait. Oui, c'est ça. Oui. Bon. Mais c'est ça. C'est parfait. Je vais fixer un peu plus, mais. Ok. Fait que là, ça va. Ça, c'est le. Oh, ouais, ou ça peut être autre chose, hein. Parce que les traitements, ils peuvent dire n'importe quoi. En fait, la voix qui s'immisce dans les bruits, elle peut rendre n'importe quel mot ou phrase à travers un médium d'un bruit ou du bois, n'importe quoi. Alors, les oiseaux qui passent, bon, je suis conscient que c'est pas l'oiseau qui passe qui me parle, hein, mais je sais que ça me parle quand même de ce que je suis en train de vivre au moment où je vis. T'entends pas, hein? Mais ça veut dire, disait, c'est ici, tout de suite. C'est ici, tout de suite, c'est ici, tout de suite. C'est ici, tout de suite, tout de suite. Alors, les oiseaux, avant, genre, dans l'hôpital, ça le disait. Et les oiseaux, normalement, les moineaux. Un moineau, ça fait comme. Attends, j'ai besoin de salive parce que j'ai. Bon, ça fait. J'étais ici tout de suite. T'as le temps? Oui, il n'y a pas de problème. J'ai un petit bacon. Les moineaux venaient me dire, faut pas que tu rentres là, avec la. Alors ils disaient, reviens ici, tout de suite. J'étais ici tout de suite. Alors moi j'entendais ces moineaux-là. Je continuais à marcher parce que j'avais le sourire, parce que j'étais convaincu que j'allais ressortir. J'étais capable de me mobiliser et de dire, ben non, ça va, oui, je manque de sommeil, oui, je suis un peu en hypomanie, pour leur parler dans leur jargon, pour qu'ils me disent, bon, ça a l'air d'aller, faites attention, vous pouvez retourner chez vous. Mais cette fois-là, je suis resté. Mais les oiseaux me disaient, viens ici tout de suite, dans le sens que tu ne vas pas dans ce sens-là, reviens vers nous. Ok. Quand je suis arrivé, bon, c'est un autre bruit, les oiseaux. Ça, je vais en parler, voir le public, la réaction. Le son, c'est difficile, plus les petits oiseaux, de comprendre qu'on passe d'un cri d'oiseau à un mot, une phrase. C'est cette difficulté-là que je veux enlever pour passer du son au mot et que la personne, dans l'assistance, dans l'audience, peut dire « Ah, ouais, c'est un wow que je vais aller chercher pour que ça fasse comme... » Et puis, les entendeurs de voix qui est dans la salle, puis tout ça, peuvent dire « Moi aussi, j'entends ces choses-là. » C'est ça que je vais aller dénicher, tout ça. Et surtout, s'il y a un psychiatre qui entend ça, parce qu'on est 7 sur 10 à entendre ça, mais qu'ils le sachent, parce qu'on ne leur dit pas. Parce que c'est plus fou que fou, entendre des mots, des phrases dans les sons de l'autre. Je continue à marcher, et puis j'arrive où la porte tournante, c'est une porte tournante comme ça. Bon, la porte tournante, lorsque j'arrive dans la porte tournante, moi, ça fait... un genre comme ça. Et puis là, ça s'est traduit pour moi. Alors, ça fait va pas là. Donc, en rentrant, je fais les oiseaux qui me disaient viens ici dessus, mais la porte, le son de la porte tournante disait c'est clair qu'il y a une résistance à l'intérieur de moi d'entrer dans cette octave. Alors on vient là sur les priorités. 1, 3, 7, 9. C'est pas important pour l'instant. Mais juste pour comme faire un débriefing de ces sons-là. Ensuite, il y a la pluie qui bat sur une fenêtre.
Tu sais, comme. Ça fait. Non! Eh bien, je peux dire à peu près n'importe quoi. Dis-moi une phrase. Et tu vas traduire en fuis sur une fenêtre. Je pense que ce qui vient à l'esprit, peu importe. Quelle belle journée aujourd'hui sous la pluie. Oh, c'est bien ça. Quelle belle journée aujourd'hui sous la pluie. Moi, je suis en train de travailler à l'ordinateur, ou peu importe, on s'en fout. Je fais n'importe quoi. Et puis là, je regarde à l'extérieur, je trouve qu'il fait beau, tout ça. Et bon, est-ce que c'est des entités qui vont dire il a perçu qu'il fait beau aujourd'hui, et c'est une très belle journée, mais c'est une belle journée sous la pluie, ben, on s'en fout. Mais là, j'ai besoin de saigner un peu parce que. Bon, je m'ennuie, mais dans cette là. Vraiment. T'as entendu point clair, hein? C'est pas clair, hein? C'est parce que je te suis. Mais c'est ce que je veux faire. Ah, je peux le faire. Je vais le ramener, le son. De toute façon, on va le travailler un peu. Mais je te le rends audible. Parce que moi, c'est de l'inaudible à l'audible que je veux traduire. Mais je veux dire, est-ce que la personne qui participe dans l'audience peut saisir que je puisse entendre des mots, des phrases sur la pluie qui s'abat contre une fenêtre. Je peux faire? Est-ce que tu as entendu? Oui, Je fais l'exagéré, là. Mais ça peut être au début, là. Laisse-moi, je fais. Alors, j'y vais plus intensément, ça fait. C'est presque inaudible, là, ça, pour moi, ça pourrait l'être. Juste comme je l'entendrais là. Pour moi, déjà, je l'entends. Mais pour la personne dans la salle, elle fait comme. Mais où il va, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Mais je me rends compte que celle-là est plus difficile à rendre. Tu sais, parce que c'est plus en douceur. Parce que normalement, c'est plus en douceur. Oui. Mais si on parle de douceur, la pluie, ça va être pas très fort. Mais elle peut venir frapper fort sur la fenêtre. Quand il fait pas beau, une tempête, oui, justement, le vent la précipite contre la fenêtre. Et s'il y a une voix qui est comme pas en accord avec ce que je fais, et en désaccord, et qu'elle se comporte de façon persécutrice et dictatrice et tout ça, là, ça va faire. Je te déteste ce que tu fais. Je te déteste ce que tu fais. La voix me dit, je suis pas en accord, je déteste ce que tu fais. Ça veut dire. Pour toi, c'est bien, pour l'autre, c'est bien, pour lui, c'est bien, mais pour mon objectif est de dire, d'apporter le participant dans l'audience et lui dire, viens près de moi. Mais vraiment, c'est mon pote, là, on s'entend bien. Regarde, je écoute, je vais te montrer comment les pluies font des mots et des phrases. C'est ça, il faut que ça fasse bang! Je peux commencer à dire, je suis en train de parler de toutes sortes de façons, mais c'est ça. Tu comprends, mais j'apprécie qu'on puisse reprendre cette liste-là, puis tout ça, puis qu'on. Faut y être place. Mais il faut en reparler de toute façon, mais il faut que ça soit compris aussi.
la mienne, tu vois. Et qui te réfléchis, mais regarde, c'est pas comme ça qu'on l'a mis, c'est la vérité. C'est une scale, tu me dis de la scale. Ouais. Regarde, je suis trop l'autre jour parce que c'est vraiment intéressant. Puis, moi, j'ai pas d'énergie à dépenser, là. J'ai mille trucs à faire. Puis, on a mes choses à faire. Oui, je pense qu'on peut donner la parole. Peut-être, oui, ou juste pour dire que, voilà, on a quand même, si on regarde les quatre films, 4 modules, on a finalement l'accomplissement de ce qui est à l'œuvre précédemment. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne va trouver va dans le champ du stand-up pour finalement faire ce que les autres font d'une manière plus intimiste quelque part, et lui, qui est un activiste malgré tout de Intervoice, choisit de faire le show et de manier une forme d'humour pour nous amener à comprendre ce phénomène. Voilà. Il y avait une question là. Oui, je crois que c'est vous. Ouais. Comment ça vous est venu de faire un film sur une personne pour entendre des voix? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quel est le point de départ de ce film, du sujet du film. Voilà. Oui. Ceux qui ont vu Argument et qui m'ont entendu parler ou qui ont été à la masterclass, je suis désolé, je vais répéter un peu et je vais être un peu long peut-être. Et ça répondra peut-être aussi aux interrogations de vous, madame, sur la nature d'un travail et sur l'autonomie. J'ai commencé, en fait, c'est un des personnages d'un de mes autres films qui s'appelle Fading, qui est une personne qui voit des fantômes dans le film, que je connais bien. Je suis le parrain de sa fille, et il vient me voir un jour chez moi et il me dit: tiens, je vais te parler, il y a une copine à moi là, elle s'est mariée il y a 1 mois, et après, au bout d'1 mois de mariage, elle a dû se convertir quelque part, elle a dû changer de religion. Elle est passée du catholicisme à l'islam pour pouvoir se marier. Et au bout d'1 mois, elle a commencé à penser qu'il y avait un complot qui se développait autour d'elle, dans son environnement, principalement par tout ce qui était technologique, essentiellement Internet. Elle pensait qu'il y avait ce qu'elle appelait des mouchards dans son appartement, et que les séries Internet, les choses comme ça, lui envoyaient des injonctions qui lui étaient adressées, et qu'elle formulait de la manière suivante. Elle disait: c'est un complot de croisés qui me font payer ma conversion. Voilà. À partir de ça, c'est vrai que moi, elle alternait des séjours. Moi, j'ai voulu, à partir de ça, ça m'a intéressé, cette question finalement, complètement contemporaine, qui est la question de la peur et de l'instillation de la peur par la religion, notamment. La religion comme un vecteur de peur, quelle qu'elle soit. Et faire un film avec une personne comme ça pose toutes les questions qui peuvent prêter à confusion, notamment quelle que soit la nature de ce que me décrit cette personne, qui en soi me paraît assez curieux quelque part. Et si on va prendre un référent cinématographique, on peut prendre Conversation secrète de Coppola par exemple, la question du microphone, la question de la technologie. Moi, ça m'intéressait de voir comment une personne pouvait percevoir quelque chose qui nous est invisible à nos yeux et qui est visible ou qui
qui est dans l'air autour d'elle. La question qui se posait, il y avait une double question qui se posait, c'est que j'ai essayé de travailler avec elle et que le gros enjeu de ce travail avec elle, c'était que pour pouvoir en faire une image et pour pouvoir en faire un portrait quelque part, une amorce de portrait, un embryon de portrait, j'étais obligé de la confronter aux objets mêmes de ses terreurs, en l'occurrence les mouchards, les micros, donc tout ce qui est susceptible de capter sa voix. Donc il y avait cette espèce de paradoxe que le portrait ne pouvait se faire que en surpassant les objets même de sa terreur, qui sont ontologiques à l'image cinématographique par contre. Et c'est vrai que du coup la fragilité elle ne supportait pas. On a essayé des micros successifs en expliquant que tel micro était... en essayant progressivement de la familiariser, mais je pense qu'elle était extrêmement... elle ne comprenait pas encore la nature de ce qui lui arrivait. Donc la première question était effectivement que... ça s'est posé... J'ai eu une hypothèse, en fait. Cette personne, je la voyais... Je savais qu'elle était hospitalisée régulièrement et qu'elle oscillait entre des séjours courts et denses à l'hôpital et finalement des moments dans le civil. Donc, en tant que cinéaste, et là j'en reviens à ce que vous disiez, madame, ça serait une faute morale de prendre une personne que je vois dans le civil, une faute éthique, de la catégoriser ou de la prendre sous un angle de la pathologie. Je ne peux la prendre que sous un angle d'une personne qui a une singularité. Voilà. Bon, bien sûr, ça peut, évidemment, la question de la souffrance est en arrière-plan. Évidemment, ces questions sont ici. Mais c'est la première question, c'est-à-dire comment, finalement, l'éthique m'impose de ne pas aller d'une manière inconsidérée vers quelque chose qui relève de compétences que je n'ai pas. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à travailler, parce qu'effectivement, la rencontre avec Intervoice se fait sur cette modalité-là, et c'est aussi une des opportunités que j'ai eues de le développer par rapport à certaines personnes de Intervoice, qui est que, effectivement, ce mouvement n'est pas un mouvement d'antipsychiatrie, et un mouvement qui simplement ramène la psychiatrie à une question anecdotique de l'apaisement d'une souffrance quand la personne l'estime nécessaire. Par contre, le mouvement Intervoice en soi amène à la question de l'affranchissement de la chose en commune qu'ils ont, l'entente de voix, aux symptômes de la psychiatrie. Donc, ils prennent cette question de l'entente de voix comme une singularité. Et comme ils le disent, et très, très bien eux-mêmes, ça fait partie de la diversité des expériences humaines. Voilà. Donc, et pour en venir à cette question sur la psychiatrie, et là je reviendrai, je ferai bref rapport, parce que quelque part cette question d'entendeur de voix et de la question du symptôme crée une forme de discrimination. Il y a des personnes qui seraient valides et d'autres qui seraient délirantes. Et en fait, il y a un nouveau paradigme. Moi, je me souviens d'un paradigme, d'une explication que j'ai demandé à un infirmier psychiatrique dans un cadre hospitalier. Et je lui ai dit de m'expliquer un peu comment se formuler la schizophrénie aujourd'hui pour eux dans le monde médical. Et il me dit, on a changé de paradigme, on n'est plus dans une relation de personnes malades, on n'est plus dans une séparation de personnes malades versus les personnes normales ou valides, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais on va considérer que l'humanité se trouve dans une relation au réel, dans une échelle de 0 à 100, et que toute l'humanité, quels que soient les individus, se trouve quelque part dans cette échelle de 0 à 100. Le 0 serait la perte totale de conscience de son environnement, de la réalité, et le 100% serait l'hyperacuité du monde. Voilà. Et donc, quelque part, et cet infirmier me dit, finalement, on est tous pareils, mais simplement, il y en a qui sont plus proches de 0. Et ceux-là, on peut les qualifier de schizophrènes. Donc, finalement, ce que j'ai vu, c'est ce que j'en déduis, moi, personnellement, et j'en ai une conviction, mais ça ne me concerne, c'est que finalement, de la discrimination, on est passé à une hiérarchisation.
Voilà, c'est-à-dire des personnes qui ont un rapport au réel. Comment se fait ce rapport au réel? C'est une chose qui m'intéresse. Je veux dire, j'ai recité l'exemple sans vouloir être... on doit bientôt finir, c'est ça? On a le temps pour une question après. Oui, sans vouloir parler d'autobiographie. J'ai un fils qui aime les mathématiques, par exemple, qui aime les mathématiques fondamentales. Je lui posais la question, je lui posais quand tu ne fais pas le ménage, quand tu oublies des trucs, quand tu oublies de descendre la poubelle, ou quand tu fais pas gaffe parce que tu es concentré, que tu es en train de travailler l'abstraction mathématique dans son quotidien, est-ce que tu es dans une perte de relation réelle, ou est-ce que tu es dans le travail de la réalité de l'abstraction? Vous voyez? Donc la question de la réalité et de la perte du rapport au réel est quelque chose que j'ai trouvé absolument... sincèrement inepte, parce qu'effectivement, ce que démontrait Julia et ce que je présupposais avec Julia, c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une perception politique de la société qui l'imprégnait, et conflictuelle de la société. Après, bien sûr, ça s'est développé et ça s'est quelque part vérifié par tout ce qui est en place dans le film qui s'appelle Arguments, dans lequel Ron Coleman, effectivement, nous amène sur la réflexion politique, la réflexion activiste, militante, avec cette phrase qui est pas de Ron, mais qui est des Intervoice, que je trouve absolument magnifique, et je la redis, et je la redirai chaque fois que je peux. Intervoice dit on va pas essayer de faire changer la psychiatrie, on va pas s'adresser aux psychiatres, on arrête d'essayer de dire aux psychiatres qu'ils se trompent peut-être. On va s'adresser à la société, et quand la société nous aura entendus, elle va changer et la psychiatrie va suivre. Voilà. Excusez-moi pour la longueur de ma réponse. Une dernière question, si vous voulez. En même temps, c'est une bonne fin. Ah, vous êtes là. Oui, bonjour. Merci pour ce travail. Je me demandais, on a l'impression que les personnages, les personnes qu'on voit dans les extraits, elles sont conscientes de la caméra forcément, mais on les sent quand même relativement à l'aise dans la manière dont elles témoignent, elles s'expriment. Il n'y a pas de regard caméra, il n'y a pas de... On ne sent pas vraiment de gêne, je trouve. Alors je ne sais pas si dans le dispositif que vous mettez en place, il y a des explications qui leur sont données, ou quelque chose qui ferait, dans la durée de la captation peut-être, que justement elles se livrent assez ouvertement. Ça veut dire, est-ce que j'ai des méthodes, c'est ça ou... Non, ça je leur dis toujours, la seule méthode pour moi qui me semble élémentaire en documentaire, c'est « Bonjour, s'il vous plaît, est-ce que ça vous ennuie pas si on travaille ensemble ?» Quelle que soit la nature des personnes. Hein. Bien sûr, il y a des, entre guillemets, pour être un peu technique, des ajustements en fonction du type de personne, d'un certain type de... Je m'adresserai pas je ne parlais pas des mineurs ou aux bandits, aux narcotrafiquants de la même manière que je parle à d'autres personnes. Mais c'est des adaptations qui ne sont pas, qui ne relèvent pas d'une tentative de structurer une approche par rapport... Ça serait préjugé, finalement. Vouloir mettre une approche, vouloir mettre un dispositif d'approche et préjuger de la capacité de la personne à s'emparer de la question du cinéma. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. Merci Olivier, on va devoir s'arrêter là. Merci.